espèce... Ce qui m'a permis de me construire, c'est une série de délitements, d'effondrements. Donc il y a eu ce premier effondrement. Là, j'étais vraiment tout petit quand j'entendais le fou gueuler qu'il était malade, quand il partait, et tout ça. Et puis, voilà, j'étais vraiment heureuse, quoi. Je faisais tourner mon train électrique, et j'entendais ça. Et ça m'est apparu comme une normalité là, dans la relation amoureuse. Il fallait souffrir pour aimer, sinon c'est comme mes parents m'ont fait exactement la même chose, en pire. Et parce que quand ils me montraient, je ne pouvais pas faire tourner mon train électrique, ça faisait trop de bruit, on les entendait plus crier. Et donc, mais ça c'est bien, je pourrais garder ça pour les choses. Et donc il y a eu ça, il y a eu Simenon. Il n'y a pas de livre d'enfants chez moi, donc il y a beaucoup de livres d'adultes, si on considère que c'est l'adulte. En tout cas, il n'y avait pas de livre adapté à l'âge que j'avais à ce moment-là. Donc il y avait Simenon, très présent. Moi j'ai lu tous les Maigret vers 10 ans. Et puis, puisqu'il n'y a plus de Maigret, j'ai lu Simenon, ce que lui appelait ses romans durs, ces romans qui, dans tous les romans, enfin, il y a une espèce de mécanisme, pas de procédé, mais c'est sa vision de la nature humaine. Il y a un point de déséquilibre, il y a un moment de bascule, ce qu'il appelle lui le passage de la ligne, donc il y a un moment où tout bascule. Et tous les romans sont construits sur le moment où le personnage, le protagoniste du livre, bascule et tombe dans l'excès. Et donc, j'avais 11-12 ans, je me suis dit, c'est ça le livre. C'était toujours, quand ça va bien, c'est que ça cache quelque chose. Alors à partir de là, j'ai commencé à voir des choses comme ça. Et j'ai toujours cherché, tiens, ils ont l'air heureux ces gens-là, où est la faille? J'aurais pu devenir psy, mais non, il y en a déjà. Et donc il y a eu Simenon. Et puis après, à l'école secondaire, puisqu'on parle de mes influences, l'école secondaire c'est intéressant parce que là j'ai enfin, après Simenon, j'ai découvert la bibliothèque verte, les Trois Mousquetaires, etc. Je ne sais pas si c'était déterminant, mais ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai voyagé, je lisais sur mon banc, j'ai raté la première année, mais j'ai lu tout le bibliothèque. Et puis après, il y a eu, à un moment donné, dans l'existence, il y a eu une chanson qui a repris un autre rôle. Il y a eu L'amour baroque de René Fallet. Je ne sais pas si tu connais, qui était un ami de Brassens, qui pêchait avec lui. Et l'amour baroque, c'est vraiment à nouveau une histoire d'amour où le mec est un chien, quoi. Il se traîne derrière elle tout le temps. Et donc, ma seule manière d'innover, c'est que je me traîne devant. Mais donc, il y a eu aussi la souffrance, quoi, la souffrance amoureuse, toujours répétée, toujours là, toujours présente. Et je pense que je vais me cantonner un peu là-dedans. Puis il y a eu, je ne sais pas, des autres. Ah, il y a eu Romagari aussi. Romagari, plutôt Émile Ajar. Donc, Romagari qui a échappé à la dictature matérielle. Quand il est Émile Ajar, il se libère, il devient autre chose. Il prend une forme qui lui appartient. Quoique en respectant toujours le dictat maternel, parce que sa mère avait dit, tu seras diplomate, mon fils, tu seras légion d'honneur, tu seras écrivain. Il a fait tout ce que sa mère lui a dit, sauf la balle de la tête finale. Mais il a fait tout ce que sa mère lui a dit. Il faut savoir que ma mère disait que je serais littéraire aussi, et que je serais nul en maths, et je suis nul en maths. Enfin, je ne suis pas littéraire pour la cause, mais en tout cas, je m'inscris aussi là-dedans, donc je me suis reconnu dans Romagari, d'une certaine façon, dans celui qui suit les dictats, mais je ne le savais pas à l'époque, c'est aujourd'hui que j'ai une vision rétrospective de tout ça. Donc il y a eu Romagari, l'aspect très fantaisiste, mais qui veut vraiment dire quelque chose, qui de manière fantaisiste, de manière imagée, de manière métaphorique, dit beaucoup plus que si la réalité était dépeinte telle qu'elle ou non naturaliste. Donc il y a eu ça. Puis alors après, il y a eu le départ au Mexique. Donc une autre perception de la vie et un regard sur moi-même. Je pouvais me regarder depuis le Mexique. Donc il y a eu un décalage. Et puis j'étais vu aussi par un tas de gens. On parle du Mexique, hein, donc j'ai pas suivi mon père dans ses voyages. Mon père n'a jamais voyagé plus loin que... J'en dire trop là. Mais enfin, pas très... c'était toujours en Australie, en tout cas. Donc il y a eu le Mexique et là il y a eu la découverte aussi la rencontre de Julio Cortázar, qui n'est pas mexicain mais argentin, mais dont j'ai découvert un livre à l'Alliance française par hasard et que j'ai emprunté. Et là il y a eu l'aspect ludique un peu. Je me suis rendu compte qu'écrire, ça pouvait être quelque chose d'amusant, qui n'était pas nécessairement, qui ne se passait pas nécessairement dans la souffrance. Je ne sais pas comment lui écrivait, mais en tout cas ça ne se passait pas dans la souffrance nécessairement. Ça pouvait être marrant, ça pouvait être comique, ça pouvait être... ça pouvait être chouette.
Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu le fait qu'à un moment donné, j'ai lu dans les correspondances de Cortázar qu'il faut expliquer aussi l'écriture, comment elle a été déterminée par les lectures. J'ai lu que Cortázar écrivait à la machine, toujours à la machine, sinon il était immobilisé par son écriture manuscrite. Et moi j'étais immobilisé par mon écriture manuscrite aussi, je ne pouvais pas faire plus que quelques pages. En fait, je n'accordais aucune valeur à ce qui était manuscrit, parce que j'y voyais l'écriture de mon père, et ça me paralysait, enfin, c'était horrible, je ne pouvais pas me voir là-dedans. Donc c'était des pages, je les tournais pour les cacher. Et donc j'ai commencé à écrire à la machine, et ça m'a débloqué. Ça m'a permis d'avoir un rythme d'écriture, etc. Et ça a été la croix et la lanière pour avoir une machine à écrire. Hein, j'avais pas de fric pour ça. On a donné, il a fallu avoir un ruban, et puis le ruban, c'est des anecdotes, mais le ruban, j'ai usé le noir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des lambeaux, et puis le rouge, puis des lettres cassées, j'avais tout écrit après, enfin, un peu comme si j'étais dans les années 60. Et donc il y a eu ça. Et puis il y a eu en 2001, je crois, l'année de la naissance de ma fille, il y a eu aussi le boom Internet qui m'a permis d'un coup j'étais très très loin de mes bases culturelles, de rentrer en contact avec des livres via Internet. Ça a été pour moi une fenêtre nécessaire parce qu'il n'y a pas de bibliothèque très très intéressante, très achalandée, ni livres en français pratiquement, excepté ceux de l'Alliance française, mais c'était restreint et pas toujours ouverte, j'avais pas de problème à les donner. Et donc il y a eu ça, Internet, ça m'a libéré. Vraiment, c'était une bonne chose. Quoi. Il y a une chose que tu n'évoques pas du tout, par rapport à ton passage au Mexique, il y a quand même le décalage de la langue. Et justement, dans tout ce que tu écris, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. Il me semble que tu aimes jouer avec cette langue. Est-ce que c'est notamment le fait de devoir changer de langue pour parler, pour écrire? D'abord, est-ce que tu as écrit en espagnol? J'ai essayé d'écrire en espagnol pour faire plaisir à un ami, mais ça m'emmerdait, vraiment ça m'emmerdait, je le sentais pas. Il est vrai que j'ai eu au Mexique la langue pour moi tout seul. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui était important, et en même temps, c'était une extrême solitude. Mais j'avais la langue pour moi, j'en faisais ce que je voulais. C'était à moi. C'était mon seul jouet, mon seul bien. Donc je faisais ce que je voulais avec ça. Mais en même temps, je pouvais partager avec personne non plus. J'ai remarqué quand même que l'écriture les choses écrites au Mexique sont différentes des choses écrites en Belgique. Ici, j'ai un peu senti l'affluence, au moins de quelques amis, Benares, entre autres, qui m'ont influencé parce qu'il y a eu des lectures d'autres gens à un moment donné. Et puis les éditeurs aussi. J'ai eu d'excellents retours des éditeurs. Beaucoup de... Je vous regarde pas. Hein. Non, ils font semblant. Et donc, il y a eu quand même des gens qui m'ont donné des indications par rapport à ce que j'écris. Hein. Qui m'ont aussi conseillé de le regarder écrire par-dessus l'épaule, comme je le faisais quand j'étais tout seul, vu qu'il y avait moi pour me voir. Et j'ai un peu perdu cette habitude-là. Et ce livre-ci, c'est en ça que je l'aime un peu plus que les autres pour cette raison-là. Parce que j'ai pas essayé que ce soit, enfin, il n'y a rien d'ostentatoire à mon sens, ni je cherche pas la prouesse technique ou verbale, ni à éblouir. Il fallait que ce soit du rasmot, aller au but, quoi, de manière quasi matérialiste. Donc, puis depuis lors, il y a eu d'autres influences de lecture, mais je sens bien quand même que l'influence capitale, et même si ça ne se ressent pas de manière directe, c'est Simone. Et c'est pas parce que je suis liégeois, c'est parce qu'il y avait ces livres chez moi. Donc simplement, quoi. Il y avait d'autres qui auraient pu m'influencer, Christine de Rivoire, par exemple. Alors Michel. La Salanana ou Marie Cardinal. Oui, c'est vrai qu'il y a eu aussi la dimension psychanalytique. En effet, j'ai découvert aussi à l'Alliance française, et je crois que j'ai volé ce livre-là d'ailleurs, Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un passé et que j'avais une histoire. Là, oui, en effet, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose à saisir, matériellement saisissable, c'était le passé et mon histoire personnelle. Et ça, c'est grâce au mot pour le dire. Avant ça, je ne savais pas que derrière moi, il y avait quelque chose, que j'étais fait de quelque chose. Je ne savais pas. Je ne sais pas comment j'ai pu errer dans l'existence aussi démunie et inconscient de ce que j'étais. Et aller jusqu'au Mexique comme ça, c'était ma faute. Mais voilà, j'en suis pas tout à fait revenu. Je ne sais plus quel âge c'est.
comme le temps passe tout doucement, on va peut-être refaire quelques dernières lectures. Les gens ne sont pas venus pour rien, hein, Nicolas. Il y a quand même un truc à... Les gens veulent bien, enfin. On va relire la même chose pour ne pas nous effrayer. On va pas les foutre dehors. Ce soir, je téléphone. 53 raisons de nuire, je n'hésite pas. Je veux parler à mon fils, mon aîné. Je ne conçois plus qu'il ignore ce qu'est une femme, ou qu'il fasse semblant. Alors, sans relâche, j'ourle la sempiternelle grossesse des nerfs. Et j'ai un homme pour l'exemple. Dans la rue, je marche, flasque, à ses côtés, même si l'envie n'est pas là. Avant-hier, oui, un vague plaisir dans l'entrecuisse. Et leur père, le tyran, le grand mandant supervisant la déchirure, mon ventre, mes plaies. Mais aujourd'hui est jour lyrique. L'engeance me vient, après les astres. Je cause, m'adresse à ce fils de mémoire et d'oubli, à l'écoute de son crime, ou de son frère. Encore des récriminations. Je prépare ma vengeance. En mon estomac rôde le sous-marin emblématique des ulcérations. Tous pourrissent à mon bord, sauf le rat, le capitaine, 7 enfants gastriques. Je leur confirme que l'essentiel est d'avoir un sexe qui reste collé à moi. Une femme